Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 6 mai, voici les titres qui seront développés. Le conclave débutera ce mercredi. Quand verra-t-on de la fumée blanche sortir de la cheminée de la chapelle Sixtine? Qui des 133 cardinaux deviendra le nouveau pape? Avec nous pour répondre à ces questions, le spécialiste du Vatican, Arthur Herlin. Ce mardi, Children and Future et Monaco Liver Disorder se sont rendus à Paris, à l'hôpital Cochin-Port-Royal. Ils ont pu échanger avec la direction de l'établissement, notamment avec le service de néonatologie et de réanimation néonatale. C'est ce que vous découvrirez dans un reportage. La piscine du Port Hercule a rouvert ses portes aujourd'hui, même si la météo n'est pas au beau fixe cette semaine. Ce lieu emblématique en plein air permet au choix de faire du sport ou de se prélasser. Suite de notre série de reportages consacrés au projet Adopt a Float, les élèves du lycée Albert Ier ont adopté il y a quelque temps une balise qui récupère des données scientifiques et dans leur processus pédagogique, ils étaient aujourd'hui sur la plage du Larvoto pour se sensibiliser aux aires marines protégées. La modernisation du droit monégasque des sociétés, notre invité Stéphane Pastor, un avocat spécialisé dans le droit des affaires, nous présentera une nouvelle forme juridique, la SURL, la Société unipersonnelle à responsabilité limitée. Et enfin, 2 femmes au parcours inspirant ont été mises à l'honneur hier lors du 4e Monaco Women Network, un rendez-vous qui a eu lieu au sein de la clinique Monte-Carlo dans le quartier de Fontvieille. Mais avant de développer ces titres, nous l'avons appris aujourd'hui, la disparition de Michel-Yves Mourou, médecin radiologue de profession. Il a exercé au centre hospitalier Princesse Grace dès 1987. Il a été cofondateur en 1990 de l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. En parallèle de sa carrière médicale, Michel-Yves Mourou a occupé des fonctions politiques. Il a été élu conseiller national en 1998. Par la suite, il a été nommé président du Conseil de la Couronne. Passionné par l'histoire de la principauté, Michel-Yves Mourou est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la dynastie Grimaldi et aux figures féminines de Monaco. Impossible de passer à côté de son engagement humanitaire. Michel-Yves Mourou a été conseiller de la Croix-Rouge monégasque. Il a participé à de nombreuses initiatives caritatives. Toutes nos pensées vont vers son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Vous avez peut-être suivi en direct sur Monaco Info les obsèques du pape François. La question sur toutes les lèvres en ce moment, qui pour lui succéder? Eh bien, le conclave débute ce mercredi dans le but d'élire son successeur. Les cardinaux électeurs vont s'enfermer dans la chapelle Sixtine au Vatican pendant plusieurs jours. Quel est le processus? Comment se déroulent les tractations? Quels sont les favoris? Nous allons essayer de répondre à ces questions avec notre invité, un spécialiste du Vatican, notamment pour Paris Match. Arthur Herlin, bonsoir. Bonsoir. Les cardinaux se réunissent à partir de demain pour ce que l'on appelle le conclave. Alors déjà, peut-être pour démarrer, qu'est-ce que le conclave concrètement? En quoi cela consiste et quel est le processus? Concrètement, dès demain matin, les 133 cardinaux vont rentrer dans la basilique Saint-Pierre d'abord pour une messe pour amorcer ce conclave. Puis ils vont en file indienne, en procession, chanter une litanie des saints et ils vont rentrer dans la chapelle Sixtine et ils vont être littéralement enfermés à clé. Il va y avoir un cérémoniaire qui va prononcer le extra omnes, ça veut dire tout le monde dehors, et là on ferme la chapelle Sixtine. Tous les cardinaux doivent délaisser, abandonner leurs moyens de communication, leur téléphone. Il n'y a plus rien qui est admis dans la chapelle Sixtine, hormis des chapelets, une Bible et finalement leur conscience. Et est-ce que ça peut être long? Parce que au XIIIe siècle, il y a eu un conclave qui a quand même duré presque 3 ans. On en sera loin, j'imagine. Tout à fait, c'est le conclave finalement qui est à l'origine de l'enfermement des cardinaux. C'est celui qui a mis plus de 1000 jours et qui a forcé la population de Viterbe à les enfermer d'abord, ensuite à les priver de nourriture, seulement du pain et de l'eau, puis à retirer le toit de l'église où ils étaient enfermés pour forcément les forcer à choisir un nouveau pape. Là, normalement, cela devrait durer relativement rapidement parce que depuis Paul VI, ça met en moyenne 2 jours et demi, 7 à 8 scrutins. Là, ce qui se dit, c'est que ça pourrait être très rapide puisqu'il y a un personnage qui est donné finalement grand gagnant, mais finalement, on n'en sait rien encore. Il s'agirait du cardinal Parolin, qui était le secrétaire d'État du pape François. Il aurait d'ores et déjà recueilli 45 votes en sa faveur, enfin, en tout cas, intention de vote. Seulement, ça ne présage de rien parce qu'il peut y avoir des minorités de blocage, c'est-à-dire des groupes qui sont constitués et qui refusent de voter pour lui. Et dans ces cas-là, on doit se tourner à partir du
4e, 5e scrutin vers d'autres personnalités plus fédératrices. Alors 133 cardinaux électeurs, je vais être très franc, hein. Est-ce que ces cardinaux s'entendent bien de manière générale ou c'est plutôt un panier de crabes ? C'est une question délicate. J'aurais tendance à dire qu'il y a forcément des divisions, mais il y a une fraternité qui dépasse les divisions. Donc, comme n'importe quelle fratrie, il y a certains groupes qui s'entendent, il y a certains cardinaux qui s'entendent, et d'autres qui sont forcément moins bien vus par certains personnages. Mais globalement, il y a une amitié presque, une fraternité qui dépasse ces clivages. J'ai, par exemple, à l'esprit, le cardinal Filoni, qui a notamment été extrêmement critique vis-à-vis du pape François après l'accord qui a été émis avec la Chine, avec le régime communiste chinois, un accord de nomination des évêques. Et celui qui est à l'origine de cet accord, c'est le cardinal Parolin, justement, dont je parlais. Et malgré tout, je le sais, je l'ai rencontré, j'ai rencontré aussi des membres de son entourage. Il conserve une véritable estime pour le cardinal Parolin, malgré le fait qu'il soit à l'origine de cet accord. D'accord. Est-ce que c'est comme en politique, quand on prépare un gouvernement, par exemple, je te donne ma voix si tu me proposes tel portefeuille, ça se passe comme ça ou ce que je viens de dire est complètement fantasmé ? Il y a forcément sur 133 cardinaux des prélats qui réfléchissent de cette façon, mais ce que j'entends, c'est tout de même qu'il y a la volonté de faire, disons, le bien de l'Église. Ils ne réfléchissent pas en termes de campagne électorale. Je n'ai pas vu, moi. Alors, il y a forcément des prélats qui, le dimanche dernier, dans des messes à Rome, ont fait des homélies qu'on nomme homélies de campagne, homélies électorales. Mais c'est assez rare. Et puis d'ailleurs, même si ce sont des homélies électorales, il faut vraiment lire entre les lignes. C'est quand même très délicat. Moi, je dirais qu'ils ont vraiment le souci de trouver le bon pasteur. Ils réfléchissent d'ailleurs pas à élire le successeur de François, mais vraiment le successeur de Pierre. C'est quelque chose qui revient vraiment. C'est qui va être le pasteur des 1,5 milliard de catholiques dans le monde. Oui, surtout qu'effectivement, pour le pape François, c'était pas celui qui était prédestiné au départ à être choisi pape, hein, il me semble. Hein. Non, effectivement, il n'était pas pressenti pape. Alors, il avait recueilli quelques voix en 2005, mais finalement, les cardinaux s'étaient tournés vers Benoît XVI, vers Ratzinger. En 2013, c'est un discours au milieu des congrégations, les fameuses congrégations qui ont lieu actuellement, qui sont des assemblées de cardinaux, pendant lesquelles ils discutent des grands thèmes nécessaires pour pouvoir discerner et choisir le bon cardinal. C'est durant, je crois, la dernière des congrégations, donc à la veille du conclave, que André Bergoglio a pris la parole. Il a fait un constat terrible, sans concession. Il a expliqué qu'on avait enfermé Jésus-Christ dans les églises et qu'il fallait ouvrir grand les portes. Et ce discours a littéralement sidéré tous les cardinaux. Je le sais, puisqu'un cardinal, l'un d'entre eux, était là et m'a dit, après la prise de parole de Bergoglio, il y a eu littéralement un silence de marbre. Et c'est au silence qu'on mesure la qualité d'un discours. Il n'y a pas d'acclamation, il n'y a pas d'applaudissement. Et en entrant dans le conclave, les cardinaux savaient qu'ils allaient voter pour lui. D'ailleurs, ça a été très rapide. Vous comprenez, en tout cas pour finir, la ferveur de la population, l'excitation de cette période de conclave, parce que honnêtement, en temps normal, chacun fait sa vie avec son petit train-train, on ne pense pas tous les jours au Vatican, et là, tout le monde parle de l'élection du pape en ce moment et de ce fameux conclave. Vous comprenez cette ferveur ? Oui, bien sûr, je la comprends. Il faut imaginer, il y a 267 successeurs de Pierre. Donc, à eux seuls, avec tous ces papes, et finalement, ils forment un fil qui nous ramène jusqu'au Christ. C'est absolument unique en son genre dans l'humanité. Et le pape actuel qui va être nommé, enfin le prochain pape qui va être nommé, va dessiner littéralement notre époque, l'époque future, comme Jean-Paul II ou Benoît XVI ou André Bergoglio, François, ont marqué leur époque. Donc je comprends totalement, d'autant que le conclave, ce format où des hommes, 133 pour être exact, vont être enfermés, vont devoir réfléchir, choisir la bonne personne, c'est aussi quelque chose d'absolument fascinant. Alors je le rappelle, ce mercredi, les cardinaux vont rentrer en conclave et peut-être 1, 2 ou 3 jours après, qui sait, nous pourrions voir de la fumée blanche apparaître et nous découvrirons à ce moment-là le 267e pape de l'histoire, le chef spirituel de 1,4 milliard de catholiques. Arthur Herlin, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.
Ce mardi, une délégation monégasque s'est rendue à Paris, à l'hôpital Cochin-Port-Royal. Cette délégation était composée de 2 associations, Children and Future et Monaco Liver Disorder. Ils ont pu échanger avec la direction de l'établissement, notamment avec le service de néonatologie et de réanimation néonatale. Des discussions suivies par l'ambassadeur de Monaco en France, Valérie Bruel-Melchior. Un don a également été effectué. Les explications de Justin Hadel sur des images de Jérémy Henry. C'est une visite qui n'est pas faite par hasard. Au contraire, c'était un impératif. Children and Future a financé 10 câlinanges pour le service de réanimation néonatale de pédiatrie de l'hôpital Cochin. On s'est tourné vers cet hôpital qui était vraiment en besoin pour leur service et on est ravis. Je pense que c'est le début d'une belle collaboration. Une collaboration entre 2 associations monégasques pour un don d'importance de plusieurs milliers d'euros. Un câlinange, c'est un dispositif médical créé en 2019. Son but, rester présent auprès de son enfant qui peut être en situation d'hospitalisation sans avoir la possibilité pour vous d'être à ses côtés ou de le prendre dans vos bras. Le tout à travers les sens. On va porter la housse sur soi pour en imprégner son odeur. Et en dessous, on a un dispositif qui va permettre d'enregistrer votre voix, les battements de votre cœur. On va faire en sorte que ce qui va être restitué en fait à l'enfant soit quelque chose de totalement apaisant, dans un volume et dans des fréquences qui vont lui permettre de retrouver des marqueurs qui vont l'aider petit à petit à reprendre des repères familiers et à se détendre et à être en fait petit à petit amené vers l'endormissement. Aurore a créé ce dispositif après avoir mis au monde son enfant dans une situation de très grande prématurité. Confronté aux difficultés supplémentaires d'un enfant hospitalisé dès la naissance, cet ingénieur a usé de son savoir-faire pour permettre aux futurs parents dans cette situation et aux nouveau-nés d'affronter le mieux possible cette épreuve. Et côté professionnel de santé, le résultat est clair. Oui, ça fonctionne et surtout, ça permet aux parents de se réapproprier le contact auprès de leur enfant, notamment en leur absence de l'unité. Un dispositif qui permet surtout de réguler les constantes physiologiques de l'enfant. Pour le moment, les résultats sont dits partiels. On prévoit de refaire des études avec des outils d'analyse de la fréquence cardiaque, par exemple, ou de la respiration beaucoup plus sophistiqués. Cela permettrait ainsi de prouver de manière plus poussée que l'exposition au câlinange porte des bienfaits sur la respiration, le stress, la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque du nouveau-né. Les premières études étant déjà satisfaisantes, c'est un don de grande importance pour ce service de néonatologie et de réanimation néonatale. Créer une synergie avec 2 associations monégasques, c'était notre but, que ce soit Ariane ou moi-même. Et là, on est sur un projet que Children and Future, ils ont offert 10 câlinanges. MLD a déjà offert 10 câlinanges, là ils ont 20. D'autres projets sont aussi à venir, comme la signature d'une convention et même la rénovation d'une salle de repos pour le personnel soignant. De quoi prouver à quel point les associations monégasques s'investissent, même au-delà de nos frontières. Même si c'est encore un peu nuageux, maillots, lunettes et serviettes sont sortis. Le stade nautique Régnier 3 a rouvert ses portes ce mardi à Monaco. Activité, prévention et baignade au soleil. Tout est prêt pour plonger dans la saison. Léa Dutrouille et Nicolas Barthes sont allés faire un tour au bord du bassin. C'est le spot aquatique de Monaco, la piscine à ciel ouvert du stade Régnier 3 fait son grand retour. Avis à tous les nageurs, depuis ce mardi matin, vous pouvez à nouveau piquer une tête dans ce bassin long de 50 mètres, et ce jusqu'au 8 octobre prochain. La haute saison, c'est à partir du mois de juillet jusqu'à peu près 20 août. Et c'est là qu'on attend le pic d'entrée, avec des entrées jusqu'à 700-800 entrées par jour. Un des temps forts de la saison, la Fondation Princesse Charlène s'invitera au stade nautique le 25 juillet pour une journée dédiée à la prévention de la noyade. Donc en collaboration avec la Fondation Princesse Charlène et différents entités de Monaco, que ce soit la police, les carabiniers et les pompiers, on les accueille au sein du stade nautique pour leur montrer les gestes de secours et pour apprendre à faire et surtout à ne pas faire et que faire en cas de malaise, pour essayer de vraiment de prévenir la noyade pour aussi bien les enfants que les personnes adultes. La piscine compte près de 3000 m² d'eau de mer traitée, filtrée et chauffée à 27 degrés, de quoi ravir un bon nombre de nageurs. Aujourd'hui, il y a le ciel bleu et tout. Quand je vais dans ce sens, je vois la montagne. Quand je vais dans le sens, je vois le palais. C'est quand même plus agréable que de nager dans une piscine couverte. Seule interruption, une fermeture temporaire pendant le Grand Prix du 19 au 26 mai, ainsi que le 18 juin pour la splash party. Mais d'ici là, tout le monde peut profiter d'un été les pieds dans l'eau, en plein cœur de Monaco.
Dans le cadre du projet Adopt Float, des élèves du lycée Albert Ier ont quitté les bancs de l'école pour une matinée de découverte sur la plage du Larvoto. Accompagnés par l'association monégasque pour la protection de la nature, ils se sont initiés à la richesse et à la fragilité des aires marines protégées. Le reportage de Christine Petit-Thomel et Thomas Deus. L'objectif de cette sortie pédagogique, sensibiliser les jeunes à la protection de leur environnement et à l'importance de préserver leur littoral. Plusieurs ateliers ludiques et scientifiques étaient au programme, offrant aux élèves une approche concrète de la biodiversité marine. Alors ils vont compter les corbes et les mérous et se mettre à la place des membres de l'association de la MPM, mais aussi découvrir la réglementation des aires marines protégées et enfin quantifier la posidonie présente dans ces aires marines. L'objectif, c'est de les sensibiliser au mieux à leur environnement local, à savoir ce qui se passe à Monaco. Une expérience qui les plonge au cœur des enjeux écologiques et qui, pour beaucoup, laissera une empreinte durable. C'était assez intéressant. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué de compter les poissons. Et on a appris à ce qu'il fallait les compter, pas forcément plusieurs fois. Et après, on s'est bien trompé. On a appris pas mal de choses sur, par exemple, il y a différentes façons de nager. Donc il y a la nage lente, immobile ou plein de choses comme ça. Ça leur permet de bien découvrir déjà l'aire marine protégée du Larvoto, de bien être sensibilisés à l'intérêt de préserver l'environnement. Et puis ce sont peut-être nos chercheurs de demain, donc ça c'est super important. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Prochain rendez-vous pour ces élèves, une sortie en mer dans le sanctuaire de Pélagos à la rencontre des cétacés. Une nouvelle étape dans leur parcours de sensibilisation avec peut-être à l'horizon la chance d'observer des baleines dans leur milieu naturel. Restons dans le monde marin. La Fondation Prince Albert II de Monaco a dévoilé les lauréats de son prix de photographie environnementale 2025. Il a été décerné au photographe Angel Fitor pour l'image « Héros méconnus et invisibles ». C'est une photo qui représente des vers expulsant le sable de leur terrier. En plus de cette distinction, Angel Fitor a remporté la catégorie « Acteur du changement porteur d'espoir » avec sa photo « Training Day » qui met à l'honneur un bébé tortue kawan dans un centre de soins en Espagne. Nous allons parler à présent de la modernisation du droit monégasque des sociétés. Monaco a franchi une étape avec une nouvelle forme juridique introduite en principauté par la loi numéro 1573 du 8 avril 2025, visant à moderniser le droit des sociétés et à offrir une solution adaptée aux entrepreneurs individuels. Il en découle ainsi la création de la SURL, la Société unipersonnelle à responsabilité limitée. Qu'est-ce qu'une SURL et pourquoi avoir créé cette nouvelle forme de société? Les réponses de Stéphane Pastor, un avocat spécialisé dans le droit des affaires. Il est au micro de Christophe Paco. Stéphane Pastor, bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Paco. On va donc évoquer avec vous la modernisation du droit monégasque société et quelles conséquences concrètes en tout cas pour les entrepreneurs et les investisseurs privés notamment en principauté. Et il y en a beaucoup effectivement dans ce nouveau projet de réforme. Alors effectivement, j'ai été obligé d'en faire une sélection pour vous en parler ce soir. Le premier point que je note dans ce projet qui est très important, c'est la création de la SURL, la Société unipersonnelle à responsabilité limitée, qui va permettre aux entrepreneurs monégasques non personnels, donc qui exercent seuls, de pouvoir créer une société, encore une fois seule, mais en protégeant leur patrimoine personnel, parce qu'on sait que lorsqu'on est en activité personnelle, une activité en non personnel, on a une difficulté qui est que son propre patrimoine et le patrimoine professionnel de l'entrepreneur ne font qu'un et peuvent être mis en danger lorsqu'il y a par exemple un accident de la vie professionnelle. Donc ça c'est un point très très important, un premier point très important. Ce sont les nouvelles formes de sociétés qui sont acceptées aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle loi. Exactement, et la SURL est un peu l'équivalent monégasque de l'EURL française dont on entend parler déjà depuis de nombreuses années. D'accord, ça c'est le plus important, c'est le point pour vous qui a chopé encore il y a quelques temps. Il y en a. Oui, alors c'est un des points qui a chopé, ça faisait partie des demandes qui nous étaient faites à Monaco lorsque des investisseurs ou des entrepreneurs voulaient investir à Monaco, mais il y en a beaucoup d'autres. Parmi les nouveaux points aussi à Monaco, il y a, au titre de cette réforme, il y a effectivement la reconnaissance de la société civile de moyens qui concerne plutôt, je dirais, les professions libérales,
traditionnellement, la société, on pense que c'est fait pour pouvoir mettre en commun des revenus, des bénéfices. La société civile des moyens, c'est un petit peu l'inverse. On met en commun des charges. Par exemple, lorsqu'on a un cabinet médical, on veut partager une secrétaire, des ordinateurs, des photocopieurs. On met toutes ces charges en commun et effectivement, après, chacun garde la partie de ses revenus. Donc ça, c'est particulièrement important et spécifiquement pour les professions libérales. Mais il y a encore plein d'autres choses. Il y a aussi effectivement la reconnaissance de l'apport en industrie. Vous savez que lorsqu'on crée une société, il faut qu'on fasse un apport. Voilà, les associés font un apport. Donc il y a plusieurs types d'apports. L'apport numéraire, on met du cash, des sous. L'apport en nature, ça peut être un véhicule, du matériel informatique. Et il y a aussi l'apport en industrie qui est un petit peu plus compliqué. C'est lorsqu'un des associés va apporter ses connaissances, un savoir-faire, une expérience et va essayer de la valoriser en obtenant des parts. Aujourd'hui, c'est possible, c'est encadré, avec effectivement un cadre qui est un petit peu spécifique parce que vous vous doutez bien qu'apporter un savoir-faire, ce n'est pas tangible, c'est plus compliqué. Donc, il faut effectivement que l'associé qui obtiendra des parts en contrepartie de son apport industrie ne fasse pas concurrence ensuite par ailleurs à la société en apportant son savoir-faire à d'autres entreprises qui font à peu près la même activité et que ces actions, ces parts en fait qui lui sont conférées ne sont pas cessibles et elles ne concourent pas à la constitution du capital social. Pourquoi elles ne sont pas cessibles? Parce qu'elles sont données en considération du savoir-faire de l'individu. Comme on dit chez nous, intuitu personné. Donc effectivement, c'est un statut particulier, mais qui sera utile. Ouais, c'est très technique, hein, on le rappelle, hein, Stéphane Pastor. Hein. Les gens sont habitués parce que, voilà, comme on est dans un grand journal du soir, vous le savez, on essaie d'expliquer au mieux ce qui arrive, ces avancées. Il y a plein de choses qui arrivent, notamment, on a vu l'arrivée d'une procédure de conciliation aussi, ça c'est nouveau. Et effectivement, la procédure de conciliation, c'est nouveau. Ça se fait déjà en France depuis de nombreuses années. Ça permet d'éviter, je dirais, la cessation des paiements et ensuite, effectivement, tout ce qui peut s'en suivre, c'est-à-dire la liquidation de la société. Je dirais que c'est un outil qu'il faut utiliser, qu'il faut déjà apprivoiser, mais qu'il va falloir utiliser avec un tempo et je dirais une temporalité qui est la bonne. Lorsqu'on a une société, qu'on a des difficultés, il faut savoir à quel moment, soit je déclare la cessation des paiements, soit aujourd'hui, je mets en œuvre cette procédure de conciliation. Donc je vais m'adresser au président du tribunal de première instance pour qu'il désigne un conciliateur qui aura pour mission de mettre autour de la table les créanciers principaux de la société et la société pour faire en sorte de trouver un accord et essayer de permettre à la société de rebondir et peut-être d'éviter la cessation des paiements. Ouais, intéressant. Comme ces fameux délais, on le sait, hein, souvent quand on crée une société ou autre, vous savez, ces délais d'autorisation administrative qui prenaient tellement de temps à une époque, visiblement on va pouvoir les réduire enfin à Monaco. Alors oui, effectivement, pour les SAM, c'est réduit à 45 jours. Donc c'est-à-dire à peu près à la moitié de ce qui était prévu à l'époque, parce qu'à l'époque c'était 3 mois. Alors je dirais dans la pratique, on arriverait rarement à 3 mois, mais effectivement c'est un bon signal qu'on donne aux investisseurs et aux personnes qui souhaitent créer une activité à Monaco. On va pouvoir créer une activité à Monaco plus rapidement et de manière plus souple aussi, parce qu'on en parlera peut-être après, mais le régime, je veux dire la forme sociétaire qui est le plus affectée favorablement par cette réforme, c'est la société anonyme monégasque. Qui est une forme sociétaire qui est particulièrement importante, particulièrement ancienne à Monaco et qui, je dirais, se refait une jeunesse au titre de cette réforme. Mais aujourd'hui, on a des avancées qu'il faut que l'on apprivoise, que l'on utilise et en tout cas, je recommande à tous vos téléspectateurs de se saisir de ces opportunités-là pour revoir la gouvernance de leur société, pour penser à modifier leur typologie d'activité, à modifier leur statut, peut-être, et ça ne dessort pas de la réforme, mais aussi penser à réfléchir, à accompagner leur statut d'un pacte d'actionnaires, c'est très important. Je dirais, cette réforme est une occasion pour les acteurs économiques de Monaco de repenser le fonctionnement de leur société, de leur activité. Voilà. Et de l'améliorer. Merci en tout cas pour nous avoir ouvert votre boîte à outils personnelle, en tout cas ce soir sur Monaco Info. Stéphane Pastor, je rappelle que vous êtes avocat associé de l'équipe droit des affaires du cabinet CMS Monaco. Merci pour tous ces exemples, des choses bien concrètes pour tous ceux qui parlent société ici en Principauté. Merci à vous, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. 2 femmes au parcours inspirant ont été mises à l'honneur hier lors du 4e Monaco Women Network, un rendez-vous qui a eu lieu au sein de la clinique Monte Carlo dans le quartier de Fontvieille. Le récit de la soirée signé Sarah Nkari sur des images de Thomas Deus. Depuis décembre, les rendez-vous de ce type s'enchaînent en Principauté. L'objectif, connecter des femmes du pays au parcours exceptionnel, soit dans les domaines de la technologie, de la finance ou encore de la médecine, comme c'est le cas ici, à la clinique Monte Carlo, ouvert il y a 2 ans. L'établissement est en pleine expansion.
Je peux tirer le bilan parce qu'on a commencé bien sûr avec une patientèle monégasque ou résident à Monaco, mais nous avons de plus en plus de patients qui nous viennent de l'international, qui nous connaissent. Et donc on a commencé à avoir des partenariats avec les hôtels de Monaco pour pouvoir aussi organiser leur séjour lors de leur venue pour leur chirurgie. La clinique dispose de 3 pôles d'activité, la chirurgie esthétique, la chirurgie des yeux pour permettre aux patients de ne plus porter de lunettes ou de lentilles et la chirurgie de greffe de cheveux, la spécialité du docteur Marcacci, ancien chirurgien cardiaque. Mon parcours a été assez exceptionnel, si je peux dire ça. On a beaucoup parlé sur téléjournal, les réseaux sociaux. J'espère d'être une inspiration pour des femmes parce qu'en fait, il faut savoir s'exprimer, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir le courage. Il ne faut pas s'arrêter, même si c'est difficile. Parce qu'être médecin, ça implique beaucoup de travail. Être chirurgien, ça implique beaucoup de travail, beaucoup de passion, beaucoup de défis. Et donc, et c'est un peu aussi pour cacher les clichés. Vous voyez, certains métiers sont considérés comme métiers hommes. Et aujourd'hui, non. Je vais vous démontrer en fait que certains métiers peuvent être aussi des métiers femmes, comme être chirurgienne, être directeur médical, et voilà. La soirée s'est poursuivie par une session de questions-réponses et par un tirage au sort avant l'ouverture du cocktail. On demande toujours à nos intervenantes si elles veulent donner quelque chose à notre public. Donc dans ce cas, ce soir, nous avons plusieurs consultations offertes par la clinique Monte Carlo et aussi des lots spéciaux offerts par les sponsors de la clinique, dont le laboratoire Théoxane qui offre certains de ses produits. De quoi ravir les participantes. Pour celles et même pour ceux qui souhaiteraient prendre part au prochain événement, le 5e Monaco Women Network est prévu le 5 juin. Ce jeudi, les commémorations du 8 mai seront célébrées un peu partout en France à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, au lendemain de la capitulation sans condition du Troisième Reich. À Monaco, la Maison de France célébrera cette commémoration de la victoire du 8 mai 1945 à partir de 11h30. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont consacrées au concert de dimanche dernier à l'auditorium Régnier 3, concert exceptionnel de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo avec une légende au piano qui a joué pour les plus grands à travers le monde entier. Du haut de ses 89 ans, Martha Argerich. Juste après ces photos, la météo présentée aujourd'hui par Alban Gingembre. Ce journal est terminé, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien, à demain. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Si la pluie nous a laissé un peu de répit aujourd'hui, elle sera de retour dès demain en principauté. Le ciel partiellement nuageux du matin se couvrira progressivement au fil de la journée avec une évolution orageuse et des averses en fin d'après-midi. L'indice UV restera élevé malgré tout, sachez-le. Les températures oscilleront entre 14 et 18 degrés. Et puis le mercredi 7 mai, nous fêterons les Giselles et c'est aussi la journée internationale du rire. Si vous ne le saviez pas, le rire évacue le stress, réduit la tension artérielle et renforce les défenses immunitaires. Alors n'attendez pas une journée dans l'année pour rire. Les médecins recommandent 10 à 15 minutes de rire par jour pour être en bonne santé. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.